Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Ici, sur le plateau de Télé Grenoble, mais cette fois encore pour une formule un peu particulière. Elle sera consacrée à la filière sport, santé et bien-être à l'occasion de l'édition 2020 du forum InnoSport à Voiron. C'est ici dans un instant que nous dévoilerons les lauréats du concours de la vitrine technologique. L'occasion de découvrir encore de très belles innovations dans une filière dynamique et porteuse. Avec nous bien sûr notre expert Didier Bruno ce mois-ci. Bonjour Didier. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre expert, membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et avec vous, on fera l'état des lieux de ce secteur sport bien-être, un marché en forte croissance. Vous nous donnerez quelques chiffres clés. Avec nous également le président du Pays Voironnais, Jean-Paul Bray, bonjour. Bonjour. Et le maire de Voiron, Julien Paula, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez fait de l'ancien site de la Brunerie un campus spécialisé et reconnu en matière de sport, loisirs, bien-être, un pôle de référence de cette filière. Vous reviendrez avec nous sur cette aventure et nous accueillerons ici ensemble les vainqueurs de ces trophées InnoSport 2020. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Un marché colossal et en croissance. La filière sport et bien-être affiche une insolente santé. Et si la crise du premier semestre 2020 aura indéniablement des effets, ce secteur d'activité peut compter sur une forte dynamique pour très vite se retrouver des couleurs. Une filière qui peut compter sur des acteurs innovants, notamment dans le domaine du e-sport. Petit zoom pour commencer sur cette filière, donc avec Didier Bruno. Didier, une filière très liée entre sport et santé. Oui, sport et santé. Alors historiquement, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, ça nous paraît évident que le sport répond à un réel besoin de santé publique. On sait que le sport réduit les risques d'AVC, permet de réduire et de soigner certaines dépressions, certains cancers, etc. Donc le sport est très important pour la santé. En 2005, il y a un institut néerlandais qui avait fait une étude en disant que vous êtes une entreprise, vous investissez dans des installations sportives dans votre entreprise, vous allez gagner en termes de, alors je ne sais pas comment ils calculaient ça, mais 205 € par salarié par an en termes d'amélioration de la concentration, réduction de l'absentéisme et d'augmentation globale du bien-être de l'entreprise. Voilà, donc sport et santé aujourd'hui, c'est un lien qui est, j'allais dire, indéfectible. Ça n'a pas toujours été le cas historiquement. Une filière économique, je le disais, à fort potentiel. Vous avez quelques chiffres clés? Oui, tout à fait. Alors la filière du sport, ça représente à peu près 2% des emplois en France. Je crois 2% des activités marchandes. Les entreprises doivent faire à peu près 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est considérable. C'est 450 000 emplois, c'est 350 000 associations, c'est plus de 150 000 entreprises. Donc c'est une filière considérable, surtout que tous ces chiffres sont en progression. On va faire abstraction de la période bien sûr du Covid, mais c'est une tendance de fond dans l'ensemble des pays où les intervenants du sport tendent à progresser. Et c'est une filière aussi qui est très structurée. Oui, c'est une filière qui est très structurée. À l'origine, le sport était très institutionnalisé autour des associations, mais il est très structuré. Alors en amont, vous avez bien sûr tous les équipementiers du sport qui se sont beaucoup développés. Ensuite, vous avez au milieu ceux qui encadrent les pratiques sportives, les associations, les salles de sport qui sont nombreuses dans un pays comme la France. Et puis en aval, vous avez tous ces services B2B, B2C, la gestion des salles de sport, la gestion des événements, la gestion des données aussi issues du sport, ce qui fait une filière en verticale qui regroupe beaucoup de problématiques. Et historiquement aussi, un secteur qui a beaucoup évolué en termes de consommation. Notre consommation sport a beaucoup évolué ces dernières années. Oui, tout à fait. Pour quelqu'un de ma génération, le sport, on le faisait dans une association, on y allait le jeudi, puis après c'était le mercredi, puis on avait le match le samedi ou le dimanche. C'était très rythmé, c'était des vrais rituels. Aujourd'hui, le sport à la demande s'est beaucoup développé, le sport autonome s'est beaucoup développé pour s'adapter à nos vies dites modernes qui sont un peu plus complexes, de familles monoparentales, d'horaires décalés,
de structure entrepreneuriale aussi qui vous permet de gérer votre temps peut-être un peu plus comme vous le voulez. Donc ça, c'est une nouvelle, j'allais dire, dimension, au détriment peut-être du sport institutionnalisé, associatif. C'est aussi beaucoup plus de femmes qui font du sport et c'est beaucoup plus de seniors qui font du sport. Donc on a des tendances lourdes de changement sur le sport. En tout cas, ça touche beaucoup plus, c'est beaucoup plus représentatif de la population que ça a pu l'être dans un passé récent. Sport à la demande, sport autonome, quelques précisions. Ça, pour le coup, c'est une vague de fond qui... Oui, ça, c'est une vague de fond. Comme je disais, le sport autonome, c'est de pouvoir faire du sport quand on a envie. Je pense que c'est aligné et corrélé avec les valeurs de notre société aujourd'hui en termes d'épanouissement personnel, d'autonomie. Et le sport à la demande, c'est un peu là aussi ce qu'on voit quand on a envie de... Je parle de la banque, puisque je travaille dans une banque, on a envie de toucher son banquier, c'est... Oui, sans pour autant en faire pendant des mois, on veut pouvoir faire une activité. On veut le toucher maintenant, c'est ici et maintenant, donc voilà, donc ici et maintenant, il doit y avoir une infrastructure qui répond à mon souhait, à mon besoin. Vous évoquiez la crise sanitaire récente, elle a bien montré que le sport est aussi un élément essentiel dans notre vie. Cette crise sanitaire, sur les pratiques ces derniers mois, elle a eu des effets ? Oui, alors c'est très intéressant parce qu'il y a eu deux mouvements. On a fait des micro-trottoirs, on les a vus, notamment les gens. Moi, j'étais étonné dans une ville comme Lyon, par exemple, ou même à Paris, je voyais beaucoup de gens qui faisaient leur jogging, alors que j'en vois pas énormément. Et donc, en faisant des micro-trottoirs, on se rendait compte que les gens disaient « le sport est un droit inaliénable ». Donc, comme on est confiné, on va faire du sport pendant 1 heure, etc. On va en profiter. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et puis, bien sûr, il y a à peu près 40%. Dans les déclarations et dans les équipes de sociologues, enfin dans les sondages des sociologues qui nous disent que 40% des gens faisaient du sport indoor chez eux. Voilà, donc il y a eu, j'allais dire, un regard sur le sport en tant que vecteur aussi d'épanouissement, de liberté, de protection de son capital sensé, très important pendant cette période de Covid. Alors avant le Covid, avant la crise du coronavirus, on a quelques tendances sur ce marché, je le disais, qui est en croissance quasi permanente ces dernières années. Oui, c'est une croissance quasi permanente. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des secteurs dans lesquels, j'allais dire, les nouvelles formes entrepreneuriales se sont beaucoup développées. Il y a énormément d'auto-entrepreneurs, énormément de TPE qui se sont lancés dans le sport. Donc aujourd'hui, il y a eu, c'est vrai, plus de création, j'allais dire, d'entités que de nombre de salariés associés, mais il y a eu vraiment une innovation entrepreneuriale extrêmement forte dans le sport, dans tous les domaines du sport, que ce soit des liens entre sport et santé, des liens entre sport et tourisme, sport et data aussi, il y a eu, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, donc énormément d'innovation, et c'est un secteur qui bouillonne. C'est un secteur qui bouillonne. Bon, et alors après, si on évoque la crise, comment est-ce qu'on peut imaginer d'abord quel est l'effet ? Est-ce qu'on a mesuré déjà des effets de la crise sur cette filière et comment on peut imaginer la filière de l'après-crise ? Oui, alors on commence à avoir quelques chiffres. On pense à une baisse de l'ordre d'une trentaine de %, et encore, il faudrait relativiser parce que je crois que les sites e-commerce des grands du sport comme Decathlon, etc., ont plutôt bien marché, mais il y a eu quand même une rupture, et notamment la rupture qui a touché beaucoup les pratiques institutionnelles, les associations. Je pense qu'on a des élus autour de la table, ils ont dû le constater, bien entendu. Les pratiques institutionnelles ont fortement baissé. Donc ça a été quand même une période, comme dans beaucoup de secteurs, de rupture. Et c'est pour ça que c'est aussi un secteur, comme le tourisme, qui est éligible à un plan de relance. Je crois qu'il faut que, et nous, banquiers, on a cette responsabilité aussi, d'aider les acteurs du sport à retrouver une dynamique pérenne. Bon, puis il y a des belles perspectives qui arrivent et qui vont relancer la machine. On pense au Tour de France à la rentrée, et puis les Jeux Olympiques plus tard. Enfin, oui, tout à ça fait. va repartir. Il y a beaucoup d'événements. Le sport-spectacle qui a été très touché. Le sport-spectacle a été... il y a eu beaucoup d'articles sur le football, sur... toutes ces décisions qui avaient été prises. Il est important le sport-spectacle, parce qu'il entraîne aussi la filière. Il n'y a pas que le sport-spectacle. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait certains événements qui reviennent pour que l'ensemble de la dynamique se remette en place. Et ce qui est important avec cette filière, c'est aussi qu'elle irrigue tout le territoire. Il y a un véritable enjeu d'organisation territoriale. Oui, je crois que là aussi, je parle devant des élus, ils le savent mieux que moi, mais je pense que c'est quand même vecteur de lien social. C'est un levier très fort de dynamisation du territoire. Nous, par exemple, vous voyez, à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on va attendre que les élections sont terminées, mais que les nouveaux exécutifs soient en place. On va essayer de faire le tour de nous, parce qu'on a l'impression que sur les équipements sportifs, il y a des choses à faire, on a des choses à proposer.
Voilà, on a peut-être certains financements à proposer pour essayer de remettre en bon ordre les cours de tennis qui étaient là depuis un certain temps, la piscine municipale, etc. Voilà, donc je crois que c'est un enjeu très important en termes de lien social, en termes de dynamisation du territoire. Donc le sport a vraiment, a vraiment cette qualité intrinsèque de nous relier. Hein, et c'est important qu'on ne l'oublie pas, le sport, dans cette période de reprise. Illustration très concrète, hein, merci Didier Bruno. Illustration très concrète à Voiron avec l'installation de ce vaste campus dont je vous parlais en introduction, ce site de la Brunerie qui fête ses 10 ans, acquis en 2010 par le Pays voironnais, à l'occasion, Jean-Paul Bray, du départ du Creps, hein, c'est ça hein? Oui, c'est une mauvaise nouvelle qui a été transformée en opportunité puisque l'État avait décidé de fermer ce Creps de Voiron. Et donc nous, on était déjà conscients du potentiel de développement de l'industrie du sport. Et on s'est intéressé à ce site et on a acquis ce site et depuis on a investi 13 millions dans ce site. Non pas en fonction d'une compétence sport qu'on n'avait pas et qu'on n'a toujours pas, mais de notre compétence économique. Parce que pour nous, il s'agissait bien d'économie. Alors c'est vrai que ce développement, il est à la fois quantitatif, ça vient d'être développé. À savoir qu'aujourd'hui, le sport s'adresse à toutes les couches de la population, alors surtout le sport outdoor. C'est vrai que c'est surtout ce sport-là qui a présenté les plus grandes marges de développement. Et puis aussi un développement qualitatif, puisque le sport aujourd'hui est un domaine dans lequel la recherche technologique, et pas que technologique, trouve beaucoup d'applications. Et donc c'est vrai qu'on a tout de suite senti ce potentiel-là. Alors on a aussi un environnement favorable. Bon, on avait sur notre territoire voironnais des entreprises comme Rossignol, Poma. Bon, dans le bassin grenoblois, il y a d'autres grands noms également connus du sport. On a quand même aussi un environnement naturel très favorable au sport outdoor. C'est évident. Et puis, on a également quand même le bassin universitaire et de recherche grenoblois qui, évidemment, est très propice à l'innovation. Mais sur ce site, très rapidement, vous avez eu l'idée de faire un living lab, une sorte de creuset d'expérimentation. Oui, parce que c'est vrai que l'innovation, aujourd'hui, passe aussi beaucoup quand même par la mise en réseau. Et on voit bien d'ailleurs que des entreprises comme Rossignol travaillent avec des grands sportifs, parce qu'aujourd'hui, il y a une valeur d'usage qui vient évidemment croiser la valeur technologique et qui est très importante, plus d'ailleurs une valeur de design, ça compte aussi. Et donc là, l'idée, c'est effectivement d'avoir un site qui permette à des sportifs, à des créateurs d'entreprises d'échanger, de créer du réseau. Et donc, c'est aussi un campus open. C'est-à-dire que, bon, on sait très bien qu'on a évoqué aussi Decathlon. Decathlon, aujourd'hui, crée aussi ces sites de mise en réseau. Mais là, nous, donc, c'est un site qui donne sa chance à tout le monde. Et justement, InnoSport, qui existe depuis l'origine, hein, donc c'est la 11e édition, bien donne sa chance à tout le monde, y compris à des créateurs, des petits créateurs. Alors qu'on imagine bien, alors on voit quelques images hein, pendant que vous parlez de ce campus de la Brunerie, que vous avez confié d'ailleurs à TSF. Oui, alors c'est vrai que le Pays voironnais n'avait pas les capacités à gérer en interne ce site. Alors quand on l'a acquis, il y avait quand même 70 emplois, hein, mais c'était tous des emplois d'État, c'était un Creps. Mais donc, il se trouve que Franck Volpi, hein, qui était un de ces employés d'État du site, là, a proposé la création d'une association pour gérer le site. Et il est vrai que, bon, on a fait équipe avec lui, et je pense que on était très complémentaires et que l'un sans l'autre, on n'aurait pas pu obtenir, disons, le résultat qu'on peut constater aujourd'hui et qui est quand même très positif. On ne peut pas regretter ce que nous avons fait. Il y a eu InnoSport, donc la création d'InnoSport dès le début du campus. Et on voit quelques images ici. Hein, InnoSport, Julien Paula. L'objectif, c'est la mise en relation, la mise en valeur, avec l'idée de faire de ce lieu une référence. Oui, ça a été la volonté initiale. Et moi, là, je rends hommage à ceux de mes prédécesseurs qui ont eu, d'une certaine manière, cette audace. Parce que ce n'était pas écrit d'avance que ça fonctionnerait. Et c'était une prise de risque, il y avait des investissements lourds à consentir parce que l'état dans lequel étaient les infrastructures au moment où le Pays voironnais les rachète en 2010 n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et l'idée, c'est de considérer que la réussite, elle passe
par la mise en relation. Donc il faut qu'on croise les acteurs, les créateurs, les acteurs de l'entreprise et les sportifs qui utilisent et qui aident à peaufiner les innovations, mais aussi de leur mettre un outil en main. Et l'outil, ça passe par les équipements sportifs dans lesquels on expérimente les innovations, et puis par les espaces professionnels, 2500 mètres carrés de surface de bureaux et d'ateliers qu'on intitule aujourd'hui InnoLab, pour accueillir des entreprises innovantes dans le sport qui viennent là parce qu'elles trouvent le cocktail de ce qui favorise leur réussite. Alors vous êtes le maire de Voiron, vous êtes aussi vice-président du Pays Voironnais à l'économie. Depuis, du coup, vous avez réussi à attirer quel type d'entreprise concrètement sur ce campus? Alors, différents types d'entreprises. D'abord, il y a un leader, il y a une locomotive aujourd'hui qui s'est installée sur le campus La Brunerie, c'est Fitness Boutique, qui a installé son siège. Fitness Boutique est aujourd'hui leader européen en matière de développement de matériel de fitness. Ils entraînent dans leur sillage un certain nombre d'acteurs qui innovent notamment dans la nutrition alimentaire, sportive, dans la healthy food, comment on peut améliorer ses performances et sa santé en se nourrissant bien. Et ils entraînent donc beaucoup de monde dans leur sillage. Ils ont un siège qui est absolument magnifique au cœur de la Brunerie, un petit peu au nord de notre piste d'athlétisme. Et puis derrière, il y a des acteurs un peu historiques qui sont pour partie des acteurs de la formation, parce que c'est aussi une vocation du site de la Brunerie que de former des jeunes gens qui veulent faire du sport leur métier, et puis des acteurs de l'escalade. On a ABK, on a Neufa Climbing, qui développe aujourd'hui d'ailleurs un chausson d'escalade unique en France et au monde, qui est un chausson d'escalade réglable, qui permet notamment pour les enfants, pour les classes, les groupes qui veulent se former à l'escalade, de pouvoir limiter les investissements en chaussons d'escalade. Ça évite d'acheter tout un tas de pointures. Développé par Vincent Gattaz, qui était le lauréat du prix spécial InnoSport de l'année dernière. Donc ces deux entreprises qui se sont installées parce qu'on a des infrastructures en matière d'escalade qui sont absolument uniques en Europe aussi, avec le mur de difficulté, de vitesse, et puis le bloc sur lequel le Pôle France s'entraîne aujourd'hui. Puis après, tout un tas de start-up qui développent des innovations dans des domaines très différents, qui sont évidemment toujours liés à l'environnement du sport. C'est pour ces startups notamment qu'est né InnoSport, l'innovation par le sport. C'était il y a 10 ans, du coup, dès le départ. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que dès le départ, d'ailleurs, on a accueilli dans ce qu'on appelle le château, qui était avant qu'on puisse construire effectivement ce bâtiment dédié, on a déjà pu accueillir des startups sur le site. Je vous l'ai dit, c'est vraiment une démarche économique et non pas une démarche sportive, même si évidemment, je viens de le dire, on a dû quand même développer des équipements sportifs très qualitatifs, parce que ça fait partie de l'offre à mettre en place. Et dans ce forum InnoSport, il y a quelque chose d'essentiel, c'est la vitrine technologique. On va en découvrir quelques exemples dans un instant, mais avec des innovations. Chaque année, il y a 30, 40, 50, 60 innovations qui sont présentées. Et oui, bien entendu, qui viennent se confronter à leur public, à leurs potentiels partenaires, pour voir si d'une idée, il y a un modèle économique qui mérite d'être développé, d'être poussé. Et il y a des innovations qui ont été présentées à InnoSport il y a 4, 5, 6 ans et qui sont aujourd'hui commercialisées à plein régime et qui ont trouvé leur public. Il y en a qui n'ont pas fonctionné, c'est le propre de la création que de ne pas pouvoir réussir à chaque fois. Mais c'est un vrai laboratoire avec une effervescence intellectuelle et créative qui est absolument enthousiasmant. Et même pour ceux d'entre nous qui peuvent spontanément ne pas être des grands amateurs de sport, il y a quand même toujours de quoi se passionner à la lumière de ce qu'on découvre là-bas, quoi. Et on le verra dans quelques instants avec les lauréats qu'on va découvrir, parce que franchement, il y a des innovations simples, mais alors qui sont étonnantes. On le verra dans un instant. Cette année, 44 dossiers déposés pour ce prix InnoSport, 7 lauréats, un prix spécial qu'on découvrira dans un instant. Si on avait, Julien Paula, à évaluer ce campus InnoSport en France, il y a d'autres équivalents? Écoutez, les seuls auxquels on se compare, c'est les grands réseaux INSEP. L'INSEP étant quand même le Graal de la pratique sportive en France dans la recherche du très haut niveau, si ce n'est que nous, on a la vocation économique en complément. Mais la Brunerie fait référence dans ce modèle-là. Je pense, sans prétention excessive, que le modèle qui a été développé à la Brunerie est unique en France. Et c'est ce qui fait sa force. Et c'est la raison pour laquelle on est d'ailleurs reconnu à ce titre-là par des acteurs économiques qui viennent du monde entier, par des acteurs sportifs, des fédérations nationales qui viennent s'entraîner sur place, expérimenter un certain nombre de choses. Des innovations dans tous les domaines, on va le voir dans un instant, les équipements sportifs et le fitness, le digital et les objets connectés, les accessoires. Nous découvrirons des exemples, je vous le disais, étonnants. Dans quelques minutes, on se retrouve tout de suite pour dévoiler le palmarès du concours InnoSport 2020.
Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble pour une émission spéciale consacrée au concours InnoSport 2020, cette formidable vitrine technologique consacrée aux innovations dans le domaine du sport, de la santé, du bien-être. InnoSport, c'est chaque année un grand événement professionnel sur le campus de la Brunerie à Voiron. Et dans un instant, nous dévoilerons ici le palmarès 2020. Le jury a étudié 44 dossiers et retenu 7 lauréats, plus un prix spécial. Ce sont Jean-Paul Bray, le président du Pays Voironnais, et Julien Paula, le maire de Voiron, qui remettront les trophées. Avant cela, Didier Bruno, un mot sur ce fameux potentiel d'innovation que représente cette filière, avec notamment l'apparition de nombreuses start-up. Oui, les start-up du sport qu'on appelle dans la French Tech, je crois qu'il y a à peu près 250 à 260 start-up du sport. Les Sportech. Les Sportech, comme on dit. Voilà, donc je pense que c'est très important. Ces sociétés, elles ont levé 200 millions de capitaux depuis leur création. Elles sont en amont, en aval, au milieu de la filière. Vraiment, elles rayonnent sur l'ensemble de la dimension sport, avec bien sûr des innovations technologiques, mais aussi des innovations de rupture. Bien sûr, les données qui permettent d'être son propre coach, qui permettent de suivre des parcours et des programmes personnalisés. Ça, c'est très important. Mais aussi, on a les stades de plus en plus connectés, on a les équipements connectés. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, un terrain de prédilection pour les startups, le domaine du sport. Et de l'e-sport en particulier. Et de l'e-sport en particulier. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont un petit peu jeunes, ces sociétés. Elles se développent très vite. Donc elles n'ont pas complètement la place qu'elles devraient avoir dans des référencements type la French Tech. Mais en tout cas, dans les prochaines années, le sport sera vraiment un terrain de prédilection d'innovation. Et on va voir dans un instant quelques très très beaux exemples, vous le disiez, dans des domaines très très variés. Messieurs, je vous propose d'en venir très concrètement à notre palmarès 2020 parce qu'il est riche et fourni. Résultat donc de ce concours InnoSport 2020. Je vous propose de commencer par la catégorie des équipements collectifs adaptés aux pratiques sportives avec un prix qui sera remis par Jean-Paul Bray sur une innovation et un sport très à la mode, c'est la slackline. Je vous propose d'accueillir Thibaut Zwolinski de Easy Slackline qui arrive avec son prix. Installez-vous Thibaut, bonjour. Bonjour. Et félicitations pour ce prix. C'est Jean-Paul Bray qui vous remet ce prix pour ce système qui permet l'installation facile et partout de slackline. Oui, c'est ça exactement. C'est le but de cette innovation-là, c'est pas tant une innovation technologique, mais c'est plutôt un accès à la pratique, une innovation qui permet un accès à la pratique. Le but aujourd'hui, c'est en fait d'arriver à standardiser et de rendre assez facile l'accès à la pratique de la slackline en salle, notamment donc dans les cours collectifs destinés à l'éducation nationale, qui je pense en fait, j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de professeurs d'EPS qui me contactent pour avoir des solutions qui n'existent pas encore. Alors du coup, voilà, on a essayé de plancher sur ce genre d'activité. Ça c'est simple finalement, c'est des poteaux de volley mais que vous avez aménagés pour la slackline. Alors ouais, c'est un petit peu ça. Malheureusement, on peut pas utiliser ces installations. Alors, le but en fait de l'installation qu'on propose, c'est de pouvoir utiliser l'existant, c'est-à-dire les fourreaux des poteaux de volley qu'on a dans les gymnases actuellement. Donc c'est-à-dire ne pas modifier les structures existantes, donc éviter d'avoir des coûts trop importants. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est un petit poteau qu'on vient insérer dans ces plots et c'est sa expansion. Donc ça évite en fait que ce poteau puisse sortir. Et avec ça, on associe des box en bois, on verra les matériaux, en fait, qui permettent d'ajuster la hauteur au public concerné, donc des enfants, des adolescents. On a 8 slackline différentes possibles. Ça. Hein. En fait, ça permet un petit peu de tisser une toile d'araignée dans la salle de sport grâce aux installations existantes en insérant ces plots. Et ensuite, on peut aller vers aussi une pratique qui devient un petit peu plus quand même confirmée, comme on a vu en faisant du freestyle, rebondir vraiment sur la sangle. Bon, c'est, vous le disiez, essentiellement du coup les enseignants, mais pas uniquement. Alors les collectivités peuvent être intéressées. Et certains professionnels de la santé ? Oui, alors les professionnels de la santé agissent forcément moins dans les gymnases. Eux, ils ont plus des cabinets. Donc là, je travaille aussi sur des solutions de structures autoportées, c'est-à-dire qui n'ont besoin d'aucun élément extérieur, qui peuvent être installés n'importe où, mais sur des courtes distances, là, 2-3 mètres. Parce que là, on est plus dans le domaine de la rééducation, de la parasanté, bien sûr. Donc du coup, c'est pas le but, c'est pas du tout le même type de produit, c'est pas du tout le même type d'utilisation, mais c'est des utilisations qui permettent de sortir du cadre privé et surtout d'être dehors entre deux arbres. Voilà, ça permet vraiment une adaptabilité plus grande et, comme on disait, vraiment collective. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de donner des cours collectifs.
Bon, quand on voit une innovation qui semble simple comme ça, on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, hein? C'est ça tout le génie des inventeurs. J'imagine que vous êtes vous-même pratiquant. Oui. C'est comme ça que l'idée est venue. Comment vous êtes arrivé à... Alors moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années, un peu par hasard en vacances. J'étais en vacances dans les Landes et puis mon voisin de camping, en fait on avait un Allemand, parce qu'en fait c'est un sport qui vient à la base des États-Unis mais qui s'est beaucoup développé dans les pays type Allemagne ou les pays du Nord, Norvège, Suède, etc. Vraiment dans les années 90, qui arrivait en France on a un peu tard, plutôt dans les années 2000. Et en fait, à force de pratiquer, j'ai commencé à être actif dans la communauté par rapport à l'organisation d'événements. Et puis j'ai fini par travailler pour la boîte qui a fermé malheureusement à l'époque, qui s'appelait Slack.fr, que j'ai repris. Donc maintenant qui s'appelle Easy Slackline. Et voilà, aujourd'hui, on en est un petit peu comme ça. C'est vraiment la passion qui est devenue un travail. Et puis du coup, ça a construit mon projet professionnel un petit peu. J'ai un peu suivi le projet qui se construisait. Et on en est où alors, du coup? Vous êtes en phase de prototype pour l'instant? Ouais, sur ce produit-là, en fait, il a déjà été commercialisé, pas du tout dans ce but-là, il y a 3 ans. Et il y a 2-3 ans, c'était vraiment un essai, donc on n'en a pas fait beaucoup d'exemplaires. Et c'est des retours clients, notamment des professeurs d'EPS ou des collectivités, qui m'ont appelé en fait pour pouvoir avoir ça pour donner des cours, soit dans le cadre scolaire, soit dans le cadre éducation sportive parascolaire. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de solution standardisée qui permettait aux non-spécialistes de pouvoir encadrer des cours collectifs. Donc là, les prototypes sont faits. Vous espérez une mise sur le marché d'ici quelques mois? Oui, alors à la base, l'idée c'était la rentrée, donc septembre 2020. Malheureusement, avec l'actualité, il y a eu un gros creux, comme pour tout le monde. Petit décalage. Voilà, donc en étant serein, ce sera plutôt, je pense, pour la rentrée septembre 2021. Donc là, recherche de partenaires, c'est ça? Technique ou financier? Pas forcément financier, technique, des fournisseurs en fait qui veulent bien, parce que on est sur la Slackline, même si tout le monde connaît, c'est un marché de niche vraiment tout petit, donc des fournisseurs, les quantités sont assez minimes. Voilà, donc je suis en contact avec notamment un fournisseur qui est l'un des leaders du marché français en termes d'équipement collectif, avec qui on est en discussion. Bravo en tout cas, félicitations pour ce prix. Félicitations à Thibaut Swolinski, Easy Slackline. Il est passé par Innosport à Voiron et on entendra reparler de lui, j'en suis très très sûr. On en vient au trophée Innosport dans la deuxième catégorie, les équipements de la personne et les articles de sport. Et je vous propose d'accueillir le lauréat, il est venu en vélo. C'est Patrick Jeannette qui est le responsable de Twin Transmission. Patrice nous rejoint avec son trophée. Installez-vous, Patrice, je vous en prie. Et félicitations, c'est Julien Pollard qui vous remet votre trophée. Votre innovation, c'est un vélo électrique, mais qui fonctionne comme un vélo à pédale classique. Exactement. Alors, explication. C'est un vélo à la demande, en fait. C'est un vélo à la demande. Voilà, le point de départ du projet, c'est d'apporter vraiment le meilleur du vélo et le meilleur de la moto. Donc, le meilleur du vélo pour garder la transmission de pédalage identique à un vélo classique, de manière à pouvoir se déplacer sans l'utilisation de l'électrique, si on n'en a pas besoin. Et il y a énormément de cas, qu'on soit en montagne ou en ville, où on peut simplement rouler sans électrique. Et puis, une deuxième transmission qui, elle, est destinée à l'électrique. Et là, on a voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec l'électrique, en plus de l'assistance, et pour pouvoir s'amuser. Et donc, du coup, on a mis une gâchette, donc comme un petit accélérateur, qui permet de l'utiliser d'une part à la demande, quand on en a besoin, et en même temps d'avoir une puissance de traction qui est le double d'un vélo électrique traditionnel, qui permet de faire des fortes accélérations, par exemple en ville, pour s'extirper du trafic, ou en montagne pour aller faire du trial. Et tout ça dans un concept relativement léger, très maniable et très agile. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le précédent lauréat, Thibaut Swolinski, venait de Haute-Savoie, de Saint-Eustache. Vous aussi, vous venez de Haute-Savoie, concourir ici à Innosport à Voiron. Vous êtes installé, vous, à Chavanot. La difficulté quand on invente ce type de nouvel engin, c'est de ne pas faire augmenter son poids de façon démesurée, parce qu'un vélo, ça doit rester léger. Exactement, oui. Donc ça, c'est vraiment le challenge pour essayer de garder un maximum de maniabilité, de mobilité. Également, dans le vélo, il y a souvent du portage pour aller le ranger, ou en tout cas pour monter des escaliers, ou même en montagne, pour pouvoir passer des passages un petit peu escarpés. Donc là, c'était vraiment le challenge de pouvoir essayer de garder, d'une part, beaucoup de facilité d'usage, et d'autre part,
du poids facile à porter. Et pour ça, on a vraiment fait un concept qui centre vraiment tout le poids au milieu du vélo, qui permet d'alléger énormément l'avant et lui donner beaucoup d'agilité, beaucoup de maniabilité. Et en même temps, à l'arrière, une largeur de pneu qui me permet d'avoir beaucoup de confort et de grippe. Donc c'est un 17 kg, hein, c'est ça? C'est 17 kg, la moyenne des vélos. On a plusieurs équipements, ça va de 16 à 18,5 en fonction de l'équipement qu'on veut dessus. Bon, là, vous arrivez sur un marché du VAE, hein, du vélo à assistance électrique, qui est en pleine explosion. Hein, donc c'est le bon moment. C'est le cas. Alors ça fait quelques temps que c'est le bon moment, mais c'est toujours le bon moment d'arriver avec des innovations et de créer en tout cas des engins qui répondent à un besoin et qui peut être latent, pas forcément révélé. Et on pense vraiment que ce segment-là du vélo peut vraiment exploser. Pour arriver au bon moment, il fallait s'y prendre au moment où c'était pas encore le moment. Ah, exactement. Donc voilà, exactement. Donc là, il faut innover encore plus. De ce temps d'anticipation que vous avez su saisir et bravo. Merci. Et la batterie est standard? Alors c'est une batterie qui est... Alors tous les composants sont relativement standards, mais on l'a vraiment calibrée pour nos besoins. D'accord. Vu qu'on délivre 190 Nm, c'est de la puissance, de la haute puissance. Et là, c'est pour ça qu'on a travaillé avec des sous-traitants sur la région de Grenoble, spécialisés là-dedans, pour nous confectionner la carte électronique et la batterie qui allait avec, qui pouvait décharger énormément d'énergie et en même temps recharger assez rapidement. Et ça, on l'a fait aussi en France, à Châtellerault. D'accord. C'est à quel stade, du coup? Je crois que le produit est déjà commercialisé. Hein. On est en phase de commercialisation, donc on a plusieurs canaux de distribution qu'on est en cours de test, mais le principe aujourd'hui, c'est de mettre un maximum de monde sur nos vélos pour qu'ils découvrent cette nouvelle technologie, et on espère avoir énormément d'adeptes, donc ça a démarré. Le business model, c'est aussi de le proposer à des loueurs? Alors le business model, il peut être aussi de pouvoir proposer à des fabricants de vélos la double transmission, qui puissent l'adapter à leur cadre de vélo à eux, de manière à ce que ce segment puisse aussi se retrouver chez d'autres partenaires. Ça s'appelle Twin Transmission. Ouais. Bravo, félicitations pour cette invention et pour ce prix. Félicitations à Patrice Janet. Merci d'avoir été avec nous. Troisième trophée InnoSport dans la catégorie vêtements et chaussures de sport. C'est Jean-Paul Bray qui va remettre ce prix et j'appelle la lauréate. C'est Claire Allard d'Alquet qui nous rejoint. Installez-vous Claire, je vous en prie. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau et félicitations pour ce prix. Alquet, bien on le voit, c'est une marque de vêtements de foot, conçus pour les femmes, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. C'est des vêtements de foot conçus par et pour les femmes. Donc on est 3 fondatrices, donc Laura, Barbara et moi-même, Claire. On s'est rencontrés au cours d'une formation à l'Institut français de la mode. Et on a eu l'idée de ce projet de faire une marque de foot dédiée aux femmes, alliant du coup toutes les notions de la mode dans nos vêtements, donc reprenant le principe des imprimés, beaucoup de travail au niveau des manches, des coupes, mixant les différentes matières pour faire vraiment une marque pour les femmes, sachant qu'en fait, aujourd'hui, il y a plus de 33 millions de joueuses de foot dans le monde. Et pourtant, il n'y a toujours pas de vêtements adaptés pensés par et pour les femmes. C'est les mêmes vêtements pour les hommes. C'est ça. Les joueuses de foot jouent souvent avec des vêtements d'hommes, d'enfants. Le rayon foot féminin est inexistant, voire vraiment très restreint. Et donc, ça crée beaucoup de frustration. Et c'est à ces frustrations qu'on a voulu répondre en créant Alquet, qui est en fait une déesse grecque, celle du courage et de la prouesse. Pourquoi? Parce que créer une entreprise, il faut être courageux. Il faut peut-être un peu de courage. C'est une belle prouesse aussi. Alors c'est une aventure de femme, vous le disiez, mais chacune a bien sa spécialité. Hein. Chacune a sa spécialité. Alors c'est vrai que moi je viens plutôt du domaine de la finance. J'ai joué au foot depuis que je suis petite, donc c'est vrai que ça me touchait beaucoup. Barbara a travaillé plutôt dans la mode, la communication pendant plus de 20 ans. Laura a travaillé plutôt dans la production textile. Elle a même une usine familiale en Italie. Donc on était très complémentaires finalement pour créer ce projet. Et donc on a mis toutes nos expertises en commun. Une belle rencontre. Du coup, vous avez commencé par un kit basique, maillot, short, chaussettes. Même chasuble. J'en porte un aujourd'hui. On a revisité le chasuble. Alors j'allais dire, la gamme s'élargit. Hein. Et la gamme s'élargit. On a une nouvelle collection qui est en préparation,
avec un vestiaire qui sera plutôt outerwear, avec des leggings, des blousons, pour créer finalement un vrai lifestyle autour du foot et permettre à toutes les femmes de véhiculer nos valeurs qui sont la féminité, le courage, comme je le disais, le plaisir de jouer et la solidarité. Oui, parce que l'objectif, ça a été de faire des vêtements qui soient finalement confortables, beaux, tendance. Tendance, mais technique. Mais technique quand même. Restant technique avec des textiles qui sont dédiés au sportswear. Vous en êtes où dans la phase de création? Alors, on a lancé l'année dernière la marque par une campagne de crowdfunding qu'on avait faite sur Ulule qui a été financée à 177%. Donc, on était très contente. On a développé un site internet. Donc, maintenant, on vend en B2C aux joueuses individuelles, à toutes les sportives. Et on a aussi développé en fait une offre plutôt B2B orientée vers les clubs, les équipes. Donc on personnalise par exemple nos maillots en all-over colibri, en le déclinant aux couleurs des clubs, en insérant les logos des clubs, en mettant les numéros, les noms des joueuses, enfin tout ce qui peut permettre aux joueuses de vraiment revendiquer leurs couleurs et être fières de leurs couleurs. Et là, vous ne visez pas le haut niveau, vous n'avez pas le parrainage d'une grande joueuse, parce que le foot féminin a maintenant acquis ses titres de noblesse. Je veux dire, dans le grand public, c'est devenu vraiment un sport apprécié et regardé. Tout à fait. Alors Claire vient de Paris en plus, alors dit. C'est vrai. Le PSG, par exemple. Le PSG, mais volontiers. Hein, si pour réussir à intégrer. On aimerait beaucoup. C'est vrai qu'on on pense à avoir une joueuse professionnelle pour nous guider et nous parrainer. On est déjà avec des anciennes joueuses pro comme Candice Prévost, Mélina Boetti, à qui on a fait des maillots pour l'association Little Miss Soccer. Et on est en contact aussi avec des clubs des très beaux clubs comme l'AS Monaco féminine. Donc petit à petit, je pense qu'on va réussir à peut-être un jour avoir le PSG. Petit à petit, Nike, Puma et tout ça là. Petit à petit, le colibri fait son nid. Pourquoi ce colibri ? Le colibri, c'est le symbole de la diversité, du dépassement de soi, de la solidarité aussi, qui incarnait nos valeurs, qui allaient bien aussi avec la déesse du courage et de la prouesse. Et en fait, c'est un oiseau qu'on n'attend pas, mais qui a des capacités techniques incommensurables. Enfin, c'est le seul oiseau à voler à reculons. Il a un battement d'aile à plus de 100 km/h. Il y a une diversité d'espèces incommensurable. Donc ça nous a marqué et son plumage est magnifique. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de son plumage. Je vais vous montrer encore un de nos maillots très coloré qui est en fait un plumage d'un colibri. D'accord. Bon, j'ai pas bien compris du coup, si je veux offrir ce t-shirt à mon équipe de foot préférée, je fais comment là ? Alors, on va sur www.alkesoccer.com et on commande son maillot. Très très bien. Claire Allard, Alke, félicitations. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci. Très très belle idée, très belle innovation qui en est déjà du coup à la phase de commercialisation, qui a déjà fait un beau bonhomme de chemin. 4e trophée Innosport que nous remettons, cette fois dans la catégorie fitness. C'est Julien Paula qui va interroger notre lauréat suivant avec un produit étonnant, Piccolo. Piccolo, c'est un café de poche à consommer sans eau et c'est Richard Bertoni qu'on appelle sur le plateau. Richard, rejoignez-nous. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Asseyez-vous. Hop. Alors, expliquez-moi, du café sans eau. Moi qui suis italien, je peux vous dire que j'ai du mal à être convaincu. Oui, on va goûter, Julien. C'est tout à fait particulier. C'est le premier café au monde à consommer sans eau, sans cafetière et sans source de chaleur. Donc c'est une évolution, une innovation de rupture en réalité. Ça n'existait pas. Et c'est né d'un projet tout à fait particulier. Je cherchais des torréfacteurs pour développer un café au chanvre, puisque notre cœur de métier, c'est le chanvre. Et ils m'ont présenté ce produit qui, au départ, est né pour l'industrie agroalimentaire, et plus précisément pour faire des glaces au café. Ça alors. On peut faire des yaourts, on peut faire des pâtisseries. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais attends, c'est extraordinaire. Si on pouvait mettre ça d'une façon réduite pour pouvoir le consommer partout où on veut et quand on veut, ça serait une révolution sur le marché, quoi. Explication quand même, parce que comment ça fonctionne ?
Alors, C'est comment du ça café fonctionne? soluble, mais il n'y a pas besoin d'eau, c'est ça? Il n'est pas soluble, c'est du café 100% pur. Donc il j'ouvre faut et- imaginer l'expérience que tous les enfants ont fait jeunes, de prendre un grain de café et de le mâcher. La particularité, c'est qu'on est sur une mouture au micron et avec une quantité bien spécifique de produits et des variétés qui sont l'arabica et le robusta qui sont totalement compatibles parce qu'on ne peut pas le faire avec tous les cafés. Et celui-ci, il suffit d'ouvrir le sachet, le verser dans la bouche, et vous verrez que... bon, évidemment, j'en ai tout. Ouais. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors, c'est très simple. Vous verrez qu'il y a une petite encoche. Alors, bon, il faut le remuer. On l'ouvre, donc il s'ouvre très facilement. Et la particularité, parce qu'on a voulu rester un peu dans le geste du café, c'est que le sachet fait un peu comme une petite tasse, vous voyez, qui a une anse, qui n'est pas une anse. Pour garder un peu le geste. D'accord. Ensuite, il suffit de le mettre dans la bouche. Je vais faire l'expérience en Faites direct. gaffe, vous n'allez plus pouvoir parler. Hein. Et le laisser fondre sous la langue. Sur la langue. Sur la langue. Quelques secondes. Il paraît que c'est un goût exceptionnel pour Oui. les grands amateurs de café. Et le retour en bouche est exactement comme si on avait pris un café. Didier, Excellent. excellent. Un vrai Excellent. café. Un vrai café italien. Ah oui. Où je veux, quand je veux, puisque c'est le... Et vous l'avez sucré? Alors, celui-ci est sucré et celui-ci est intense, c'est-à-dire qu'il est sans sucre. D'accord. C'est le même. Tout est Le même pensé. sans sucre. Formidable. Allez donc. T'as pas goûté, Christophe? Je vais continuer à parler, je goûterai tout à l'heure, mais je vous fais confiance. Dans 5 minutes, on est toujours vivant, ça y est. C'est ça. Non, mais alors l'idée, du coup, là, c'est de faire en sorte... Alors, le lien avec le sport, la santé, c'est évidemment la liberté de pouvoir consommer Exactement. du café quand on est à flanc de falaise, par exemple, si on est un grimpeur. Tout à fait. Notre, on va dire, notre baseline, la phrase qui résume un peu le concept du café sans eau, c'est que Piccolo est au café, ce que le Wi-Fi est au numérique. C'est-à-dire une solution sans fil, donc une solution nomade. Et c'est vrai que, comme originaire de Grenoble, on a fait du sport, on a fait de la montagne. Et bien souvent, on se dit, ben oui, il y a le côté café du plaisir. Et c'est dommage de renoncer au plaisir du café parce qu'on est au milieu de nulle part. Et donc, il fallait trouver quelque chose qui puisse apporter ce plaisir-là. Voilà. Et on a les effets attendus du café pour s'aider à démarrer le matin. Alors, mieux encore, parce que la caféine, évidemment, qui est la propriété du café. Alors, on est très bas en caféine, volontairement, on est à 2,5%, ce qui permet à des gens qui ont des problèmes cardiaques de pouvoir le consommer. Mais il faut savoir, contrairement à un café traditionnel, donc de bar, de restaurant ou de chez soi, c'est que le passage de l'eau chaude dans le café élimine toutes les propriétés du café, lipides, glucides, protéines. Et donc, en fin de compte, boire 98% d'eau chaude, même si on est habitué de cette façon, puisqu'il n'y avait jusqu'à présent aucune solution alternative, n'est pas une bonne consommation de café. C'est pour ça que le café italien est tout petit Ristretto. et si Tout bon. à fait, tout à fait. Et là, on a le meilleur du café, c'est l'essence même du café. Bon, on en est où là dans l'innovation? Du coup, c'est commercialisé déjà? Alors, on a retardé pour l'effet Covid, évidemment. On pensait lancer la commercialisation au mois de mars, parce que pour profiter du printemps et des activités, effectivement, d'été et de montagne. On a décalé, donc on a mis au mois de septembre. Mais en réalité, dès maintenant, on est déjà dans les circuits de référencement sur les spécialistes du café, les spécialistes d'outdoor. Donc on pense soit aux magasins spécialisés, soit à la grande distribution, évidemment. Voilà, ça s'appelle Piccolo, un produit commercialisé du coup très, très, très bientôt. Alors en plus avec un très bel emballage, vous avez soigné le marketing. On a une agence de communication à Lyon qui s'est occupée de l'image du produit. Ouais. Félicitations pour tous ceux qui veulent boire un café, Merci même beaucoup. quand ça n'est pas possible. Félicitations Richard Bertoni pour ce Piccolo, ce café du coup qui a obtenu ce trophée Innosport 2020. Non, mais c'est bon. Hein. Alors il vous a plu ou pas? Oui, moi il m'a plu, bien Bon. sûr. Ah oui, bon. J'ai gardé le mien pour tout à l'heure. Moi, je préfère le non sucré, donc. Voilà, Il paraît qu'il chacun faut commencer fait ça. par le sucré, il m'avait dit. Hein. Oui, c'est ce que je fais. En tout cas, une innovation, je vous le disais, très très étonnante et vraiment dans tous les domaines. Ça s'appelle donc Piccolo, un café partout où on veut, quand on veut. On en vient à notre 5e trophée Innosport. On en vient à la catégorie digitale, voilà qui va plaire à Didier Bruno. On en parlait tout à l'heure, le e-sport en plein développement. Et on appelle notre lauréat
un lauréat qu'on connaît pour l'avoir déjà accueilli sur ce plateau, une entreprise de Saint-Martin-d'Air. Jean-Luc Valéjo pour Youkti. Jean-Luc, rejoignez-nous. Bonjour. Bonjour. Et félicitations pour ce prix qui vous est remis par Jean-Paul Bray. Merci Une beaucoup. solution Merci. numérique. Alors là, il va falloir m'expliquer. Une solution numérique qui permet d'organiser, d'archiver et de partager des séances d'entraînement en sport co. Alors, Jean-Luc, on peut vous présenter quand même comme le spécialiste de la tablette innovante. Hein, on se souvient de la Slate, par exemple. Exactement. On est sur le même principe, en fait. C'est-à-dire que là, on a vraiment souhaité adresser le monde du football dans un premier temps, parce que moi, je suis un ancien footballeur, parce que le football, c'est ma passion. Et je veux aussi que dans le plateau, derrière, il y a quand même beaucoup de footballeurs. Donc un sport collectif qu'on connaît plutôt assez bien, moi que je connais en tant que joueur et pas comme entraîneur. Donc c'est un produit qui s'adresse au monde professionnel comme amateur. Et l'objectif, c'est de permettre en fait aux éducateurs, aux entraîneurs, en fait, de se focaliser là où ils ont de la valeur ajoutée. C'est-à-dire non pas sur la forme, mais sur le fond de la séance d'entraînement. On sait que des séances d'entraînement bien préparées sont des séances bien assimilées. Et là, ce que l'on propose, c'est un outil où on va utiliser un crayon à papier, traditionnel, hein. Alors des schémas, ça ressemble à un terrain de foot, a priori, celui-ci aussi, donc un complet, un demi. On peut utiliser un papier classique. Et donc tout ce que vous allez dessiner comme séance d'entraînement va être numérisé en temps réel. Et puis après, vous allez pouvoir en fait planifier tout ça, votre séance d'entraînement, dans la semaine, dans le mois et dans l'année. Et on sait qu'un joueur de football, pour qu'il assimile un exercice, un schéma, il faut le répéter avec une fréquence qui est de l'ordre de, on va dire, 3 fois par mois à peu près. Et en fait, comme c'est un dispositif donc digital, numérique, on a développé évidemment une petite application que voici. Je ne sais pas, la caméra, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, une petite application. Et là, vous avez un petit calendrier donc, dans lequel vous voyez, demain, j'ai une séance d'entraînement, le 1er juillet. Donc, je clique sur ma séance d'entraînement. Donc, je vais avoir une partie schématique et une partie texte. Il suffit que je clique sur le texte. Et là, je vais avoir exactement ce que je travaille. Est-ce que c'est offensif? Est-ce que c'est défensif? Est-ce que c'est des attaques placées, etc. Le comportement attendu des joueurs, évidemment, puisqu'en fait, je suis là pour entraîner des joueurs, et j'ai toute la partie schématique. Donc, quand je suis sur le bord de mon terrain, fini les papiers, fini les séances perdues, et c'est surtout, je capitalise et je planifie. À partir de là, en fait, on a un produit qui professionnalise l'ensemble du corps du football, des amateurs aux professionnels. Donc l'entraîneur peut échanger avec chacun de ses joueurs, personnaliser l'entraînement. Hein. Exactement. Là, l'entraîneur peut partager ses séances avec ses joueurs et éventuellement avec les parents des joueurs quand il s'agit des U11, des U9, etc. Chacun a une fiche personnalisée, la possibilité d'avoir une fiche personnalisée. Tout à fait. Et le petit plus que moi j'aime bien dans la petite application, c'est que vous avez un code couleur. Ce code couleur, il est à charge athlétique, ce qu'on appelle le RPE. Et donc en fait, quand c'est vert, c'est une charge athlétique légère. Quand c'est rouge, c'est une charge athlétique un petit peu plus compliquée. Et pour prévenir toutes les blessures, eh bien, il faut mixer des charges athlétiques sévères et un petit peu moins sévères. Voilà. Trop fort. Alors du coup, la tablette, elle marche comment? Alors on écrit sur la feuille de papier et la tablette l'enregistre, c'est ça? Exactement. Alors c'est une feuille de papier lambda. Hein. Classique. Vous imprimez un c'est le stylet en fait sur la tablette qui... Alors c'est un crayon à papier des plus traditionnels. Hein. Il suffit de mettre une petite bague qui a un aimant, tout simplement. Et quand vous allez poser la petite feuille de papier et que vous allez commencer à dessiner ou à écrire, tout va être numérisé. La tablette va enregistrer, va numériser le dessin. Plus qu'enregistrer, comme je vous le disais, à partir du moment où c'est connecté, c'est dans du cloud. Et que quand c'est dans du cloud, vous le retrouvez sur votre smartphone et sur votre application. Bon, on en revient un petit peu à la tablette que vous aviez mise au point pour les professionnels des arts créatifs. Hein. C'est une application supplémentaire. C'est une nouvelle verticale métier que l'on adresse, avant tout par passion. Et pour des raisons de business après, bien sûr. Ça peut concerner potentiellement des dizaines de milliers de personnes et d'équipes partout, quoi. Exactement. Aujourd'hui, c'est un produit qui est en évaluation, en test à Montpellier Hérault Sporting Club, donc à Nîmes aussi, donc le Nîmes Olympique. Je ne désespère pas de faire un petit test avec le GF38. Bon, ils ont repris ces jours-ci. Donc voilà, donc on va pas tarder. Mais on a des contacts avec clubs pro, encore une fois, et des clubs amateurs aussi. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, encore en phase de test, pas encore commercialisé? C'est commercialisable, mais c'est vrai que les clubs pro, bon, on connaît tous l'épisode sanitaire que l'on vient de vivre, ça a été un petit peu compliqué. C'est vrai que tous reprennent le chemin des terrains et donc les contacts s'établissent là ces derniers temps. Bon, c'est le dernier bébé né de l'entreprise? Non, il y en a d'autres. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, toujours sur la même base technologique, vraiment tout ce qui est lié à l'interaction augmentée, cette aptitude à donner une dimension numérique à un crayon du quotidien, dit low-tech, enfin, voilà, tout simplement. Vous m'avez parlé du football, mais j'imagine que c'est transposable pour des entraînements de rugby, de hand. Oui, alors
Exactement, basketball aussi. Basket, Il n'y a pas très longtemps, on a été sollicité par un entraîneur de basket du coin, d'ailleurs. Et on va y répondre parce qu'à partir du moment où l'architecture existe, après, les séances d'entraînement ne sont pas exactement les mêmes que celles du football, y compris pour le rugby ou pour le handball, mais on s'y rapproche. On parle de collectif et d'individuel, donc on s'y rapproche, oui, tout à fait. On peut décliner. Alors, le prix paraît très abordable, mais pour un club, il faut combien d'exemplaires de... Alors, en fait, on parle de 1 par entraîneur ou par éducateur. Un par éducateur. Exactement. Après, nous, aujourd'hui, on expose à différentes modalités. Soit c'est le club qui paie. Aujourd'hui, on a des entraîneurs ou des éducateurs qui se paient la tablette, l'application, parce qu'ils en voient l'utilité. Ça leur simplifie la tâche. Et encore une fois, ça leur permet de se focaliser sur ce sur quoi ils ont de la valeur ajoutée. Réfléchir à une séance de travail qu'ils vont répéter et non pas la forme. Mais le joueur, lui, n'a pas de dépense à faire. Non, le joueur, non. Le joueur, lui, il va subir la séance d'entraînement. Oui, non, mais je veux dire, pour Et puis il a son application au final. Pour l'application, il n'a pas de... L'application est gratuite. Séance rouge qui arrive, il fait la tasse. Voilà. L'application, elle est gratuite, exactement. Ouais. Jean-Paul Bray parle de prix, on est à quoi, 260 €, c'est ça? On est à 260 €, oui, tout à fait. Pour un exemplaire unique, évidemment, quand on a un club et qu'on en commande quelques dizaines, le prix est dégressif. Ça s'appelle Youkti et c'est donc un Merci lauréat beaucoup. de ce trophée Merci 2020 Innosport. Félicitations à Jean-Luc Valéjo et merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Pour présenter cette innovation. On évoquait tout à l'heure les startups du sport connecté. Et bien voilà une illustration très On est concrète. en plein dedans. 6e trophée Innosport. Je vous propose d'enchaîner avec... en restant justement dans ces objets connectés. Et on va présenter un protège tibia. Un protège tibia intelligent. Il s'appelle TipTop Connect et on accueille Bakary Camara. Bakary Camara nous a rejoint. Son train est arrivé. Installez-vous. Bienvenue. Bonjour. Il arrive de Seine-Maritime, près de Rouen, c'est ça? Exactement. Merci d'avoir fait l'agglomération rouennaise. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, d'avoir merci fait de le m'accueillir. voyage. C'est Julien Paula, le maire de Voiron, vice-président du Pays Voironnais, qui vous remet ce prix. Enchanté, Alors merci. expliquez-moi. Un protège tibia intelligent connecté à une application mobile. Exactement. Alors mettez-vous un petit peu dans la situation d'un runner qui a son téléphone portable accroché au bras pour mesurer ses performances. Eh bien nous, on a intégré l'ensemble des technologies qui permettent à la fois de restituer des indicateurs autour de la performance athlétique, donc mesurer les distances parcourues, les vitesses, etc. Et on a tout un ensemble aussi une mécanique, une technologie basée sur la centrale inertielle, donc accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, qui permet aussi d'analyser les gestes du footballeur. Voilà, donc c'est tout cet ensemble de technologies qu'on a réussi à optimiser et introduire dans des protèges tibia de manière à ce que, voilà, à la fin d'un match ou un entraînement, un joueur puisse analyser Tous les gestes qu'il a fait. Exactement, tout seul ses performances, sa force de frappe, le nombre de touches de balle. Et à l'échelle d'une équipe, bien évidemment, on a aussi une solution qui s'adresse plutôt au staff technique, de manière à ce qu'il puisse analyser l'ensemble des déplacements des joueurs et compiler également les performances athlétiques de chaque joueur pour les comparer entre eux, pour continuer à améliorer leurs performances. Ça, alors je ne veux pas être trop technique, mais comment ça fonctionne? Parce que pour enregistrer et diffuser finalement toutes ces informations donc dans un truc qui doit rester très léger finalement. Exactement. Donc on est parti, nous à la base, on est déjà concepteur d'un protège tibia classique, on va dire, personnalisé. Et derrière, on a fait tout ce travail là pendant 2 ans de R&D pour trouver les bonnes technologies à introduire à l'intérieur. Donc effectivement, il y a tous ces capteurs qui vont permettre de remonter un ensemble de data mémorisé dans la mémoire, voilà, interne, et qui ensuite va permettre de se connecter aussi via du Wi-Fi, via du Bluetooth au téléphone et envoyer en analyse sur nos algorithmes, sur le cloud, l'ensemble de ces données. Et enfin, donc ramener très rapidement. Alors, c'est même plus long à raconter que dans les faits, parce que c'est très rapide. Et tout de suite, on a donc sur son téléphone portable ces indicateurs qui sont là, avec même la restitution sous forme de géolocalisé, donc le terrain, avec le petit point qui représente les déplacements du joueur. Donc, on est vraiment sur la création d'un outil d'aide à l'amélioration. De manière à bien visualiser sa performance. Et puis voilà, c'est un petit peu tout ça aussi... dans quoi 100 grammes Dans à peine 80 grammes. Ouais, à peine 80 grammes. Alors, il est performant
il est franchement joli. Je pense qu'il faut le montrer à la télé. Exactement, parce il a du style. Il est personnalisable, il s'adapte à toutes les morphologies. D'un défenseur un peu rugueux, il fait son effet attendu quand même. Exactement. De toute façon, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il protège les tibias quand même. Il est avant tout certifié, sinon il ne pourrait pas aller sur les terrains. Donc, d'abord certifié pour protéger le joueur, et puis derrière, il protège toute l'électronique qu'il y a à l'intérieur. Effectivement. Moi, quand j'étais gamin, le protège tibia, c'était vraiment le truc affreux avec une couche de mousse. Exactement. On n'arrivait jamais à être fier d'avoir nos protège tibia. Si j'avais eu ça à l'époque. Aujourd'hui, on a des choses qui sont esthétiquement très très jolies. Je sais pas si ça m'aurait appris. On le personnalise. On a des joueurs professionnels qui sont utilisateurs. Bien évidemment, notre cible reste quand même le grand public, les footballeurs amateurs. C'est déjà commercialisé d'ailleurs. C'est déjà commercialisé là depuis le début d'année. Donc on fabrique tout en France, dans notre belle région de Normandie. Et puis voilà, donc au prix de 180 €, c'est accessible. Oui, 180 €, donc c'est. On l'achète où concrètement? Alors on l'achète aujourd'hui en ligne, exclusivement, pour l'instant. Et alors, sur quelle adresse? Alors sous l'adresse tiptop-connect.com. Profitez-en, hein. TIB, voilà. TIB. C'est né de l'expression c'est tip-top, mais voilà, c'est TIB pour tibia. Et 2 ans de R&D quand même. Exactement, de rien, un peu plus, tout à fait. Ouais. Et là, on est en amélioration continue et on a beaucoup de projets de recherche et développement avec pas mal de partenaires. Alors à la fois du monde sportif, du monde étudiant, universitaire, pour continuer à améliorer, pour entrer dans des notions d'intelligence artificielle, de machine learning. On a des projets sur la prévention des blessures. Enfin, bien sûr, les applications sont innombrables. Exactement, l'exploitation de la data derrière, elle est infinie. Pouvoir être le meilleur outil d'aide à la performance sportive. TipTop Connect. Merci beaucoup. Félicitations et bravo pour ce prix. Merci à vous. Merci beaucoup. Bakary Camara, on se souviendra de cette innovation et on la suivra sur les terrains pour voir comment elle pénètre le marché. C'est gentil, merci. Félicitations à vous, bravo. 7e trophée Innosport dans la catégorie des accessoires de sport. Jean-Paul Bray va remettre le prix à un jeune homme, à peine 18 ans, Alexis Martin, Visible. Installez-vous Alexis, bienvenue et félicitations. Et c'est plus le foot, c'est le basket. On passe au basket, c'est formidable. Quand on disait que le sport était un vivier exceptionnel d'innovation, technique très simple pour personnaliser les ballons et permettre les jeux même quand les ambiances sont un peu sombres. C'est ça, Alexis? Exactement. Le principe de mon produit, c'est de prolonger les parties de basket le soir en ajoutant simplement comme des autocollants que la personne va venir coller dessus. Donc c'est très simple. J'ai fait une vidéo dessus qui sera diffusée sur les réseaux sociaux pour permettre aux jeunes, comme on la voit à l'image, aux jeunes de le positionner sur leur ballon, et ils ont juste à l'activer soit avec leur téléphone portable avec la torche, soit n'importe quelle source de lumière, et le ballon va s'illuminer, et du coup on peut jouer jusqu'à, là on voit sur la vidéo, jusqu'à la tombée de la nuit pour pas jouer la nuit. Donc grâce à ces bandes phosphorescentes finalement qui permettent d'équiper les ballons. Exactement, et on a allié la phosphorescence à la réfléchissance. Si jamais y a une source de lumière, on verra le ballon aussi. Donc 18 inserts comme ça qu'on installe sur son ballon. Alors c'est des plaquettes qui sont en vente. Exactement. C'est déjà commercialisé? Non, pas encore. Et la plaquette est placée dans une pochette anti-RFID pour pas jeter la pochette. Ça permet de faire anti-piratage pour les cartes bancaires ou pour n'importe quelle carte. Vous avez pensé à tout? Principalement pour le ballon de basket et le ballon de volley. Ensuite, j'ai décliné d'autres produits pour le ballon de rugby, le ballon de foot, qui sont en train d'être développés, mais qui engendrent des coûts trop importants encore pour moi. Du coup, c'est pour ça que je m'attaque principalement au ballon de basket. Attends, Alexis, comment l'idée est venue? Oui, comment l'idée est venue? Alors, moi, je pratique le sport depuis petit, et généralement, j'ai connu cette sensation de vouloir continuer l'entraînement, mais à chaque fois on est obligé de rentrer chez nous parce que soit il y avait plus de lumière, soit parce que les parents ils voulaient qu'on rentre parce que de toute façon c'était l'heure. Mais là, du coup, ça donne un bon argument pour continuer de jouer, et en plus ça permet de partager d'autres moments avec ses camarades parce que c'est une approche totalement différente du sport. Bien sûr, c'est encore plus ludique, évidemment. Exactement. Évidemment. Bon, alors après, il y a l'idée, d'accord, et puis il y a comment on monte un projet à 18 ans, pardon, mais comment on organise tout ça, puisque vous êtes un chef d'entreprise, là, du coup? Ça fait 3 ans que je cherche à créer mon produit, donc je fais ça en parallèle du sport et de mes études. Quand j'ai commencé à 16 ans, personne ne nous prend vraiment au sérieux, du coup, c'est moi qui va au combat tout seul, tout ça. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une fierté d'avoir reçu ce prix, et ça me donne vraiment le courage
de poursuivre mon projet et de créer mon entreprise. Ça va vous ouvrir des portes, c'est sûr. Exactement. Félicitations, parce que avoir des idées, c'est déjà pas donné à tout le monde. Mais ce qui est encore plus rare, c'est la capacité à les mettre en œuvre, à les concrétiser, à industrialiser ça. Et à votre âge, c'est remarquable. Vous êtes du territoire de surcroît. C'est ça, Grenoble. Eh ben voilà, félicitations. Donc ces plaquettes, vous savez déjà qu'elles seront en vente à une dizaine d'euros, hein, c'est ça? C'est ça. Durant l'été, on pense lancer les premières productions pour vendre normalement en août. Après, je vais d'abord vendre moi-même en faisant de la promotion sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on verra après comment ça va se développer. Vous avez des partenaires là, Innosport, il faut activer les partenaires. Hein, Didier Bruno également, il faut aider ces jeunes, 18 ans, c'est exceptionnel. Vous avez commencé à 16 ans, bon, franchement, je suis admiratif. Écoutez, on vous souhaite vraiment une très très bonne route. Et les voisins qui vont pas être contents. C'est vrai. Les problèmes des gens qui restent sur les terrains trop tard et les voisins qui se plaignent. C'est ça. Et du coup, vous avez protégé cette innovation, vous l'avez. Oui, c'est ça. Donc la marque, les logos sont déposés. On a déposé aussi une lettre solo. Après, c'est je l'espère, moi qui serai le premier à le développer et que je me ferai pas piquer l'idée. On vous le souhaite. Il faut faire vite. C'est ça. Le nom est sympa. Vous aurez des partenaires. Avec la vol, c'est bien vu aussi. Il a pensé à tout, à tout. Merci. Félicitations. Bravo. Alexis Martin, Visible. On va vous suivre de très près. Merci et félicitations pour ce prix. On en vient au prix spécial, un prix spécial du Pays Voironnais. Donc, Julien Paula et Jean-Paul Bray vont le remettre ensemble. Un prix du jury. Alors, proposition du jury, choix des élus sur ce prix spécial du Pays Voironnais pour mettre en valeur des TPE de moins de 10 salariés. On va appeler le lauréat. Il s'agit de Zap Outdoor. Marc Zelsman qui nous rejoint, s'il vous plaît. Installez-vous, Marc. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Et félicitations. Alors, je crois qu'il y a dans le prix spécial, Jean-Paul, Julien, un chèque à remettre. Oui. Alors, vous allez peut-être le montrer à cette caméra. Un peu particulier. Voilà. Jean-Paul. Voilà, on va. Voilà. On a le plaisir de vous remettre. Alors, 5 000 €. Merci beaucoup. C'est vraiment une très grosse satisfaction et vraiment beaucoup de confiance. Enfin, ça nous donne beaucoup de confiance un peu dans l'activité qu'on a lancée, et on est une petite équipe de 4 personnes. On a cherché à faire quelque chose au tout début. Au tout début. Donc ici, on présente un prototype. On a par ailleurs aussi d'autres produits un petit peu similaires, et c'est vrai qu'on a donc dédié pour le voyage en vélo, et voilà. C'est une activité qui explose aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs avec le déconfinement, et donc avoir cet honneur, c'est vraiment quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Vous encouragez. Marc, expliquons, parce que là pour l'instant, moi j'ai été d'ailleurs très surpris du poids quand je viens de la soulever. Une remorque à vélo ultra légère, compacte et pliable. C'est ça l'innovation. Voilà, c'est ça l'innovation. Donc on est une petite équipe de 4 personnes. On est vraiment cyclistes tous les 4. Il y en a qui sont plus spécialisés dans le carbone, comme on voit ici, plus la mécanique ou alors la couture. Il y a un petit peu de couture. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va être adapté à tous les vélos, assez universel. On va avoir ici, on peut voir sur ce prototype, il peut se régler, ce qu'on appelle le timon. Et puis il peut se plier dessous, donc on va pouvoir aller facilement sur différents vélos. Et puis on va pouvoir le plier facilement, le prendre sous le bras, on va pouvoir prendre le train facilement avec. On va pouvoir voyager avec un vélo de route. Très souvent, les gens qui voyagent en vélo, ils disent il faut que j'achète un vélo particulier. Là, on va pouvoir l'adapter sur n'importe quel vélo. Donc c'est assez facilement. Ça assez facilement. Donc il suffit de changer l'axe sur le vélo qu'on peut ensuite laisser sur le vélo. En tout terrain. Et puis on peut l'atteler. Et effectivement, donc on a ici, donc c'est basé sur une structure en carbone, bois carbone relativement souple. Donc la souplesse donne beaucoup de résistance finalement à l'attelage et donc et aussi amortit un petit peu le mauvais terrain. Et donc on peut effectivement l'utiliser également. En hors-piste sur du VTT, donc ça donne accès à des itinéraires dans le Jura par exemple, dans le Massif central où on se dit c'est pas forcément facile d'emmener un bagage et finalement c'est une possibilité. Donc, on voit très bien les images. On voit les images. La gageure, c'était aussi de faire une remorque quand même qui permet de charrier du volume.
Effectivement, donc alors si on parle niveau technique, alors on est autour de 2 kg, y compris le sac, et pour 35 litres, hein, donc ça fait, c'est à peu près le volume de 2 sacoches, mais on n'a pas la contrainte de mettre un porte-bagages. On est plus léger qu'un porte-bagages et 2 sacoches. Ouais. Et puis voilà, le vélo n'est pas forcément modifié, enfin on va tout de suite le mettre, que ce soit sur un super vélo carbone avec des tubes qui sont compliqués ou qu'on ne peut pas forcément équiper, ou un vélo tout suspendu en VTT par exemple, où on n'a pas facilement la possibilité d'emmener un bagage. On peut emmener un bagage plus gros que juste une petite sacoche sur le guidon ou sous la selle. Les utilisateurs disent qu'on réussit à l'oublier. C'est un bon compliment finalement. Effectivement, oui. Le poids étant très bas, on peut vraiment faire de la danseuse. On retrouve en vélo de route, par exemple, on l'oublie complètement. On a des sensations où on va rouler. On ne le sent pas quand on bascule d'un côté à l'autre. Ça fait moins de couple, en fait. Donc ça empêche moins et on l'oublie complètement, effectivement. Vous en êtes où là, du coup? Parce que j'imagine que le prototype a été long à faire, à imaginer. Vous en êtes tout dans la phase de création. Voilà, ça c'est un prototype. On a d'ores et déjà quelques produits un petit peu moins avancés. Et donc ça c'est un prototype et c'est vrai qu'on cherche un petit peu un soutien pour arriver à industrialiser un petit peu. Hein. L'idée c'est quand même de rester dans la région, de faire tout dans la région, pas d'aller chercher forcément des partenariats en Asie ou très loin. Vous êtes dans le Grésivaudan, à Bivier. On est dans le Grésivaudan, mais vous avez à Crozet, là vous avez un partenaire potentiel. Pardon? À Crozet, vous avez oui, donc on travaille beaucoup avec les ateliers de Chartreuse, hein, qui est quelqu'un qui travaillait avant chez Rossignol, hein, dans le pays voironnais, et avec qui on travaille beaucoup, qui est un excellent mécanicien et mouliste. Hein, il fabrique des moules en aluminium, et justement, pour faire aboutir ce prototype, pour en faire un produit commercial, il faut qu'on moule un petit peu quelques structures. Donc il y a là des coûts un petit peu plus importants et effectivement des investissements plus importants pour faire avancer ça. Mais l'idée, c'est quand même de rester sur une petite entreprise locale et pas artisanale, je dirais. Non, et pas forcément. Julien. Oui, le prix spécial InnoSport, il a ceci de particulier, à la différence des autres, qu'il est doté donc, de 5 000 €. On a vu des innovations qui sont évidemment pas comparables entre elles, qui sont toutes hyper enthousiasmantes. Notre choix, il est aussi fondé sur l'utilité que ce prix financier peut apporter à l'entreprise pour lui permettre de passer un stade, de se développer. Donc vous voulez passer du prototypage à l'industrialisation. Alors, vous avez soulevé les enjeux techniques que vous devez surmonter. Et c'est véritablement parce qu'on est persuadé que ce prix est en mesure de vous aider à concrétiser ça qu'on est vraiment très heureux de vous le remettre. C'est vraiment gentil, effectivement. Hein. Donc tout ce qui est aspect, je dirais, mécanique et aluminium, hein, comme présenté ici, on le maîtrise très bien. Hein. On a des partenaires et nous-mêmes, on le fait. L'aspect carbone, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite des moules. Et même si on a dans l'équipe une personne qui a la compétence, qui fabrique des skis en carbone, qui connaît bien ça, il y a pas mal d'outillage qui coûte assez cher et effectivement, ce sera utilisé dans ce sens-là et je pense avec notre partenaire dans le pays voironnais. Ça s'appelle Zap Outdoor. On peut espérer le trouver sur le marché quand, d'ici combien de temps? Dans vos meilleurs rêves? Ce prototype carbone, de toute façon, ça restera des petites séries, hein, mais je pense que... D'ici un an? D'ici 6 mois, un an, je dirais un an. Ce serait bien, je pense, de viser le début de l'été prochain, le printemps. Hein. On voit cette année, là, il y a eu le confinement avec la crise sanitaire, mais là, le marché du vélo explose vraiment. On voit, nous, sur l'activité bouge beaucoup, donc il faudrait viser cette période l'année prochaine. Ouais, le marché est porteur. Zap Outdoor, bravo pour ce merci beaucoup, merci beaucoup, Pays Voironnais. Restez avec nous, Marc. Restez encore quelques instants. On va conclure puisque c'était le dernier prix que nous remettions pour ces trophées InnoSport 2020. Didier Bruno, on ne pouvait pas rêver meilleure série d'exemples pour illustrer ce que vous nous disiez au début, hein, une filière qui se réinvente considérablement depuis quelques années. Oui, tout à fait. Une filière qui se réinvente et puis aussi nos goûts, hein, nos envies qui sont toutes différentes. Et je crois que l'innovation, elle est là aussi pour... réconcilier. Pardon. Voilà. L'innovation, elle est là aussi pour, réconcilier ce que le sportif souhaite, hein, et puis ce que la technique peut lui apporter. Donc, on parlait de sport autonome, de sport à la demande. Chacun peut vivre ses expériences sportives maintenant avec beaucoup de plaisir, partout, à tout moment.
Voilà, grâce à ces innovations. Très belle Donc, vitrine. Secteur très dynamique en tout cas. Très belle vitrine. Jean-Paul, un mot. Secteur très dynamique. Le sport à l'effort et parfois justement à quelque chose de... La souffrance, voilà. Et en fait, on voit que les innovations vont toutes quand même dans le sens de rendre au contraire le sport agréable, et plus accessible et plus confortable, mais pas besoin de souffrir dans cette discipline qui doit être avant tout un plaisir. Bien sûr. Julien Paula. Je disais tout à l'heure en introduction que les innovations qu'on découvrait, elles étaient enthousiasmantes, y compris pour des gens qui ne sont pas passionnés de sport. Je crois qu'on en a eu une belle démonstration. Imaginez-vous qu'il y a eu quand même 44 dossiers qui ont été soumis pour retenir la sélection qui vous a été présentée et qu'il y avait parmi ceux qui n'ont pas été retenus des gens qui auraient mérité d'y être aussi. Moi, je voudrais simplement, pour conclure, dire que Innosport a failli disparaître cette année compte tenu de la crise du coronavirus. Je remercie Télé Grenoble de nous avoir permis de faire honneur à tous nos lauréats et je suis très heureux aussi de les avoir accueillis et je remercie le service économie du Pays Voironnais, grâce à qui quand même cet événement est organisé tous les ans. Merci à tous d'avoir été présents. Bravo à tous nos lauréats, bravo aussi à tous ceux qui effectivement ont candidaté dans le cadre de ce trophée Innosport 2020. 44 dossiers déposés, effectivement, c'est exceptionnel. Bravo à vous. Merci infiniment de votre fidélité. À très vite sur Télé Grenoble pour un nouveau voyage en classe affaires dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.